Ah oui, absolument. Absolument. Ah oui, si on remonte, on arrive toujours au... eux-mêmes. Oui, Rockefeller. Oui. Eh bien, en fait, je vous disais tout à l'heure, vous vous souvenez, au début de la soirée, je vous disais, ce qu'il y a de génial et très probant dans les expériences monétaires, c'est qu'elles font disparaître le chômage. C'est-à-dire que le chômage vient pour une large part du manque d'argent disponible, pas de l'argent tout confondu, parce que l'argent qui est dans les marchés financiers et dans les poches des ultra-riches qui jouent au casino avec des milliers de milliards, cet argent-là ne nous concerne pas, il ne nous sert pas pour le chômage. Non, la quantité d'argent qui détermine s'il y a du chômage ou pas, c'est la quantité d'argent qu'il y a entre nous, dans les gens normaux, dans les poches des gens normaux. Et dans les expériences de monnaie parallèle, quand on manque de cet argent parce qu'on a beaucoup de chômage, quand on crée de la monnaie parallèle, on fait disparaître le chômage, c'est formidable. Et monsieur disait, donc puisque c'est ça la clé de la prospérité, il suffit d'expliquer aux gens le mécanisme de la monnaie et les gens vont avoir envie de se le réapproprier et ça va être le déclic qui va tout changer. Je dis, à mon avis, c'est vrai que c'est très important, mais il va manquer l'outil d'émancipation qui va nous protéger de la police et de l'armée, parce que toutes les expériences de monnaie parallèle se terminent mal par la force, c'est-à-dire que la banque centrale fait intervenir la police pour réimposer sa monnaie rare et faire disparaître sa monnaie abondante. C'est pas abondante, c'est suffisante. Ah ben toutes, je crois. Enfin, toutes celles que je connais, je ne les connais pas toutes, mais de toutes celles que je connais, c'est la Banque centrale qui a réimposé sa monnaie par la force, par la force publique. Le fisc, voilà, mais enfin c'est l'État, quoi. Il y a un modèle que je trouve assez intéressant, c'est le modèle de la spirale dynamique, qui est établi par un psychologue qui s'appelle Claire, c'est L-A-R-E, dans les années 60. Il a fait des études à grande échelle sur les gens pour essayer de déterminer une espèce de stade d'évolution. Et il s'applique aussi aux sociétés, en fait, à tous les groupes d'humains qui sont sur le slide, mais à des échelles différentes. Et c'est un modèle qui est assez intéressant de voir au stade dans lequel est la société dans laquelle on est actuellement en utilisant des individus particuliers qui seraient déjà dans cette stade d'évolution. Oui, et sur le plan du changement, c'est... Il y a différents stades. Et on doit passer d'un stade à un autre. Et il y a un changement qui est inévitable. Donc, le stade dans lequel on est maintenant est un stade qui a atteint ses limites. On le voit à travers les limites de l'écologie, les politiques, etc. Et donc on va devoir passer un moment au stade suivant. Ouais. On arrive à ce genre de Moi, ce qui me terrifie, c'est que quand le cancer attaque un organisme, il va mourir avec, mais il s'en fout, il le tue quand même. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que les dingues qui sont fous de l'argent, là, ils sont prêts à tuer tout le système. Enfin, c'est comme un cancer, quoi. Il va emporter le malade avec, et puis tout le monde... C'est déraisonnable, quoi. C'est l'hubris des Grecs, c'est la démesure. Mais je pense que ces excès viennent... C'est important, ça, ce que je vous ai dit. Le pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve une limite. Donc la cause, c'est pas le pouvoir qui exagère, la cause de l'abus de pouvoir. C'est pas le pouvoir qui exagère. La cause, c'est les autres qui mettent pas de limite. Et ça nous donne la responsabilité à nous. Ça veut dire que... Quelque chose qu'on peut appliquer à toutes les cultures dans le monde. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que les abus de pouvoir, on les retrouve aussi bien au Venezuela qu'en Inde, que dans tous les pays du monde, non? Parce que les chefs d'Indiens d'Amérique avaient un problème, évidemment, comme tous les humains, avec les pouvoirs, et ils se battaient différemment. C'est marrant comme ils faisaient. Pratiquement tous les Indiens d'Amérique, les peaux rouges avec les plumes, là,
Pierre Clastre qui décrit ça. Et il vivait avec eux et il explique que en période de paix, parce qu'en période de guerre, le chef avait du pouvoir. Mais en période de paix, le chef n'avait pas de pouvoir. C'était un chef sans pouvoir. Alors, pour qu'il n'y ait pas de chef, pour qu'il n'y ait pas d'abuseurs, de voleurs de pouvoir, les Indiens, ils faisaient un trône où ils mettaient un mec qui n'était pas candidat. Ils disaient, toi, tu vas être chef. Et puis, s'il n'était pas d'accord, il était maltraité. Donc, ils le mettaient là. Il ne pouvait pas dire non. Et il devait faire des cadeaux à son peuple. Et on lui passait devant, alors il devait parler, il parlait tout le temps, il parlait, donc c'était... Et il prenait la place de quelqu'un, c'est-à-dire celui qui voulait être chef, il aurait fallu qu'il se mette à sa place. Ma place est occupée, et il doit parler, et on lui passe devant en l'ignorant. Ostensiblement, on méprise, c'est marrant comme protection, comme façon de se protéger contre les abus de pouvoir, le gars dont on sait que si on le laisse faire, il va abuser du pouvoir, on l'institutionnalise, on le formalise, on le montre bien de façon ostentatoire et on lui passe devant sans même l'écouter. C'est rigolo. Enfin, il y a toute une série de détails. Les humains se protègent un peu partout des abus de pouvoir. J'ai l'impression que l'abus de pouvoir, c'est une constante humaine, quelles que soient les civilisations. Je crois, hein. Enfin, oui, mais dans le processus de l'abus de pouvoir, il y a des façons qui vont jusqu'à la destruction. De toujours vouloir détruire, aller plus loin pour détruire. Parce qu'il y a l'abus de pouvoir que vous signifiez pour le Venezuela, c'est un dictateur. Quelque part, qui va vouloir prendre le pouvoir dans son pays, mais avec une vision par rapport à son peuple aussi. C'est pas bien, hein, mais on est encore très loin d'une histoire comme la nôtre, qui est une histoire de destruction et d'expansion, comme un schéma de vie. Il semblerait que ce soit la seule manière que l'on ait pour envisager de grandir, de vivre en Europe. Toute notre histoire repose là-dessus. Toute l'histoire de ceux qui sont parvenus au pouvoir. Mais vous savez, il y a des histoires, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et il y a des histoires secondaires, des contre-histoires, l'histoire des vaincus, l'histoire des faibles. Michel Onfray écrit une contre-histoire de la philosophie. Mais il y a des Michel Ferraud qui écrivent l'histoire des vaincus aussi. Il y a des Howard Zinn, formidable Howard Zinn, qui écrit l'histoire populaire des États-Unis. Et là, je ne vois pas des gens qui vivent par la destruction. Vous voyez, c'est Alain, le philosophe formidable. Ça aurait été la première fois que j'en parle pas, mais j'en parle tout le temps. Si je le trouve. Je ne me sépare pas de ce bouquin. C'est le meilleur livre du monde. Les propos sur le pouvoir. Je ne connais pas de meilleur livre. Alain, c'est un philosophe, c'était un prof de philo. Et c'est un livre essentiel, formidable. Il écrit quelque chose de très important. Il dit, les hommes bons ne se soucient pas de gouverner. Déjà bien contents de se gouverner eux-mêmes. Tout est là, dit-il. Troisième phrase, autant dire que les pires gouverneront. C'est-à-dire que, et c'est vrai, puisqu'on est dans un régime dans lequel on donne le pouvoir à ceux qui le veulent, ce qui n'est pas une fatalité. Je prétends, ce que je viens vous expliquer, c'est que ce que je découvre à Athènes, c'est qu'on pouvait ne pas donner le pouvoir à ceux, on pourrait ne pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent, on pourrait donner le pouvoir au tirage au sort pour le garder nous, et donc ça fonctionnerait différemment. Mais dans un système où on donne le pouvoir à ceux qui le veulent, avec des candidats, des élections, effectivement, comme Alain a raison, c'est vrai que les gens normaux, la plupart des gens ne veulent pas le pouvoir, ils ne veulent pas décider à la place des autres. Dans ce contexte où on donne le pouvoir à ceux qui le veulent, les pires gouverneront. C'était flippant, elle est flippante cette phrase de Alain quand il dit autant dire que les pires gouverneront. Alors quoi, on se fout une balle, on laisse tomber, c'est affreux quoi. Non, parce qu'avec le tirage au sort où on donne plus le pouvoir à ceux qui le veulent, on sort de cette malédiction. Et on donne le pouvoir à des gens normaux. Et qui sont pas, moi je sais pas quels sont les gens que vous connaissez autour de vous, mais ce ne sont pas des gens qui sont prêts à tout détruire. Je crois qu'il y a une catégorie d'hommes effectivement qui sont prêts à tout détruire pour garder leur pouvoir comme des drogués. Mais je suis pas sûr du tout que ce soit l'humanité. Hein. Peut-être pas, peut-être que c'est plus inconscient. Et vous vous sentez destructeur, vous, en vous-même?
Vous sentez que vous correspondez au schéma que vous devinez, vous sentez que vous-même vous seriez prêt à... Ben voilà, mais on est très nombreux à pas être capable de faire ça, non? La dernière question là-bas. Oui, Raph. Ça paraît... Moi, je me sens actuellement, depuis quelques semaines, moi, je me sens un vrai Européen. Parce que si tu suis tout ce qui se passe, et qui est, soi-disant, culture d'esthétique européenne, c'est les 1%. Tout ce qui se passe actuellement dans les semaines qui se passent, les 99%, ils n'ont rien. Ils sont responsables de rien là-dedans, hein. C'est vraiment cette élite-là qui construit. Ben oui. Et je pense que partout, en Europe et partout, ça dépend à nous intégrer comme ceux qui veulent remplir le truc. Et si nous ne le faisons pas, alors ils continuent. Je pense que le plus grand exemple pour ça, c'est ce qui s'est passé avec notre président, Herman Van Rompuy. Il faut vraiment, si tu connais un conte, donc un exemple de théâtre, un type qui est bombardé président, moins démocratique que l'élection du pape. Parce que dans l'élection du pape, il y a des règles. Personne ne peut dire sur quel critère, quand et comment, lui, il est bombardé comme ça. Mais le jour qui le suit, ça c'est juste, c'est ça ok. Mais le jour après son bombardement, je te jure, et je vous invite, aucun force publique belge avait dit que ça n'est pas démocratique. Toutes les forces, de droite et de gauche, flamand, wallon, tout le monde disait, on est quand même fiers parce que c'est quelqu'un de nous. Et parce que j'ai écouté, c'est parce que c'est un flamand, et du coup, c'est parce que c'est un belge. Et tout le monde, mais l'extrême gauche de la Belgique disaient, voilà, c'était quand même quelqu'un de nous. Mais le syndicat disait, ok, peut-être, mais on peut quand même régler quelque chose. Aucune opposition à ça. Alors, qu'est-ce que tu veux que nous, on veut prendre le pouvoir, si nous, on laisse passer ce train-là et il est levé sur un vache. J'ai envoyé un mail à Rachel Page pour son Oui. devant non, quand même. Et tu le sais pas, tu le fais. Par exemple, je voudrais quand même vous dire que des citoyens belges se mobilisent quand même. Nous avons calculé combien nous allions devoir payer si effectivement toutes les garanties données par nos autorités publiques aux banques, au Fonds européen de stabilité financière, eh bien, chaque Belge a une dette de 13 900 €. Il faut savoir que la Grèce aujourd'hui, et ça a été calculé par Trends Tendance, elle a 11 900 €. Donc nous sommes plus endettés, mais comme les garanties ne sont pas encore tout à fait activées, forcément cet argent-là n'est pas encore dépensé, mais on voit bien que les pays tombent les uns après les autres et que donc nous sommes déjà pris au piège par des garanties qui sont prises par nos élus sans que personne n'en parle. Hein, je voudrais vous dire aussi que nous sommes allés, 4 citoyens des 4 régions du pays, à la Cour constitutionnelle pour tenter de faire annuler cette loi du 2 novembre 2010 qui permettait à la Belgique d'entrer dans ce Fonds européen de stabilité financière et d'amener une garantie qui était de 15 milliards au départ, en 2010. Le 26 septembre de cette année, sans tambour ni trompette, par un arrêté royal, la loi que nous contestons et qui est illégale, irrégulière, vient d'être changée et on a augmenté la garantie jusqu'à 35 milliards d'euros. Donc il faut savoir qu'effectivement, comme en Grèce, les gens sont dans la rue là-bas, mais tout passe. Ici, on n'est pas dans la rue, mais tout passe quand même parce qu'on n'a soi-disant pas de gouvernement.
Mais on n'entend pas non plus les journalistes nous expliquer ce qui se passe réellement. Si vous aviez un Donc, gouvernement, on ce a- serait pareil. Hein.